Juste avant mon 33e anniversaire, j'ai fait une chose que je menaçais de faire depuis longtemps. Une chose dont personne ne me croyait capable. Non, je n'ai pas dit adieu au cinéma, mais presque. J'ai quitté les États-Unis pour de bon et je me suis installé en Espagne. Miss Ava Gardner. Ava Gardner, l'incarnation de la femme fatale de l'après-guerre, telle que le Hollywood des studios l'a dessinée, telle que le public l'a fantasmée, quitte l'Amérique en 1953 pour la plus étonnante des destinations. Elle, qui incarne la liberté, le glamour et la sexualité la plus débridée, s'installe avec armes et bagages au cœur de la plus terrible dictature du vieux continent. Un pays à peine sorti d'une guerre civile et tenu de main de fer par les militaires et les conservateurs les plus ultra-catholiques, l'Espagne de Francisco Franco. Pourquoi l'une des femmes les plus désirées, flashées, filmées de la planète, s'isole 15 années durant dans un pays à l'écart du monde libre? Suicide ou provocation? Par quel mystère un enfer de répression peut-il devenir aux yeux d'une femme moderne un bien drôle de paradis? La luna ovunque intorno canzola il sole, promesse d'amore nel cuore, promesse d'amore per te, riflettono canzoni e speranze per me. Ma senza di te, come ho fatto? Hello there! Tout balancé par-dessus bord n'est jamais anodin. Ahoy there on deck! Pour Ava Gardner, quitter les États-Unis après 30 années d'une vie qui prend l'eau de toutes parts, c'est peut-être la volonté de renouer avec les premiers chapitres heureux du roman d'une vie, ceux de l'enfance. Hello there! Cette enfance, pour Ava Gardner, dont une première lecture peut sembler noire et désolante. C'est en Caroline du Nord, recoin reculé, dévasté par la crise de 29, que grandit la plus jeune des Gardner. Ava est née en 1922. Elle a 8 ans à l'orée de ses années 30, écrasante de pauvreté. C'est le sud des États-Unis. Il y a des champs de tabac, pas des champs de coton. Et donc, Ava Gardner, elle grandit dans ce contexte. Donc un contexte très, très rural. Elle a un accent coupé au couteau. Elle vit un peu comme un garçon. Elle grimpe aux arbres, elle fait les 400 coups. Elle court dans les champs de tabac. Elle est déjà très singulière. Pour elle, son année noire, ce sera en 1938. Cette année-là, son père meurt. Premier choc qui marque une jeune fille espiègle, très proche de son père. À la mort de papa, en 1938, j'ai pensé que rien de plus douloureux ne pouvait m'arriver. Il avait le don de me rendre unique. Je n'attendais pas grand-chose de la vie. Mais papa m'a entourée d'amour. Je me sentais en sécurité avec lui. Aucun père n'a pu faire davantage pour sa fille. Ses propos sont tirés des Conversations secrètes, un livre d'entretien qu'elle a signé à la fin de sa vie avec son biographe Peter Evans. Elle, qui toute une vie durant n'accordera pas d'interview, ni ne s'épanchera dans les médias, donne avec ses mémoires des éléments de compréhension d'une vie d'exception, avec ses parts de souffrance, de deuil et d'errance. Le garçon manqué demeure dans l'âme.
Mais le corps, lui, épouse déjà une plastique, une féminité des plus parfaites. Littéralement, c'est une véritable créature au sens expérimental et douloureux du terme. C'est vraiment, je dis, Vénus dans les champs de tabac, avec un regard déjà pas commode, et déjà elle fait un petit peu peur quand même, à force d'être belle. Tout est dit. À force d'être belle, les regards extérieurs la dévorent. Il ne lui manque qu'un regard, celui de son père. De là sans doute la question qu'elle entretiendra toute sa vie avec son image. Une image à laquelle pourtant Ava doit tout. Elle va arriver dans ce métier d'actrice simplement parce qu'elle est très jolie. Elle débarque de sa province à New York, où habite sa sœur. Là, un autre monde plus glamour, plus enjoué, l'attend. D'autres regards se portent sur elle. Larry Tarr, le compagnon de sa sœur, il la prend en photo. Elle est très très jolie sur la photo. On croirait une bergère, une allégorie. Quelqu'un qui travaille pour les studios passe par hasard à la devanture du photographe, voit Ava Gardner et se dit « Tiens, il faut que j'envoie cette photo au studio ». Et ce sont les photos qui vont époustoufler la Metro-Goldwyn-Mayer. C'est sa beauté hallucinante qui va créer en fait sa carrière de cinéma. Cela ressemble à un conte de fées. En 1941, à 18 ans, elle a déjà en poche un contrat d'actrice de studio. Presque trop facile. Et c'est là que ça va devenir plus problématique finalement. Ce qui s'est passé, c'est que Ava Gardner s'est retrouvée à la MGM avec ce contrat qui lui avait été donné simplement parce que sa beauté était hallucinante. Mais pendant un moment, la MGM n'a pas su vraiment quoi faire d'elle. Et Ava Gardner, pendant longtemps, elle ne perce pas du tout. Elle est cantonnée à jouer la Vénus des plages. C'est une statue grecque qui marche sur les plages de Los Angeles. 5 années de petits rôles, de figuration et de photos qui la rangent au rayon des nombreuses starlets de la MGM. Finalement, de longues années d'apprentissage, de patience, le temps de la modeler. Ava Gardner était un produit de la MGM, donc à la MGM, on vous donnait des cours de diction, vous étiez entre les mains des maquilleurs et des habilleurs qui vous transformaient, qui vous apprenaient à avoir un look. On essaie un jour de lui épiler les sourcils au studio, elle balance un coup de poing dans la figure ou elle crie ceux qui s'approchent. C'est vraiment le diamant brut de la Caroline du Nord. Je détestais ce côté exhibitionniste du métier. Pourquoi est-ce que je continuais? Pour le fric, hein. Toujours le fric. Ce qui est intéressant, c'est que Ava Gardner a dit de cette période écoute chérie, nous n'étions pas des acteurs, nous étions juste jolis à regarder. Ce qui fait décoller sa carrière, c'est finalement un mariage avec Mickey Rooney, qui est un acteur très célèbre à l'époque, très petit, il n'est pas très gracieux, mais c'est l'acteur le mieux payé d'Hollywood à l'époque. Ava se marie en 1942 à 19 ans. Pourquoi se marier si jeune quand une vie de star vous est promise? Peut-être une quête paternelle, ou simplement parce que le mariage était organisé par la MGM. Eve and I would like to thank everybody for their many good wishes, especially our boss, Mr. Louis B. Mayer. Thank you very much. Mariage d'amour ou de raison, pour elle, l'échec était garanti. Elle n'avait pas la vitamine, elle n'avait pas le don du bonheur. L'union va tenir 1 an. Divorce, puis un nouveau mariage avec un compositeur star de jazz, Artie Shaw. Artie Shaw, le compositeur de jazz, alors qui lui est le contraire de Mickey Rooney, qui est un intellectuel qui lit, il lui fait lire Thomas Mann, La Montagne Magique. Il la met aussi sur le divan d'un analyste. Déjà ce complexe d'une enfance plouque qui la ronge. Et si elle pense que la culture va l'améliorer, la parfaire, ce n'est pas encore le cas. I hope you don't mind, darling. Oh, no, darling. Anything you want to do is all right with me.
Elle est absolument épouvantable. Elle a cet accent à couper au couteau. On dirait Tom Sawyer qui parle derrière une caméra. Donc elle n'est pas du tout gracieuse. Elle ne sait pas non plus se déplacer. Ava finit pourtant par obtenir en 1946, à 25 ans, son premier grand rôle dans Tragique Rendez-vous. Suivront Les Tueurs avec Burt Lancaster, où elle incarne son premier rôle de garce insaisissable et mystérieuse. Sa carrière est lancée. Il ne lui manque plus qu'un film fondateur, le film fondateur du mythe. Celui qui fera basculer sa vie tout autant que sa carrière. Ce sera Pandora. Le réalisateur Albert Lewin a choisi un petit port de pêche espagnol pour tourner son nouveau film, une interprétation très libre et personnelle de l'opéra de Richard Wagner, Le vaisseau fantôme. Tossa de Mar ou la Méditerranée à l'état sauvage, avec ses plages désertes et sa citadelle romaine qui dévale à flanc de collines. Nous pourrions tout aussi bien être au siècle passé, tant la modernité s'est maintenue à l'écart de ce paradis. Tossa de Mar, c'est un pays, c'est une ville magnifique, c'est une ville de carte postale. Et donc tout ça va la fasciner et elle va y voir l'expression même de cette culture européenne, de son mystère, de son romantisme, tel qu'elle l'imagine. Ava incarne Pandora, une aventurière séduite par James Mason, le Hollandais volant, marin maudit condamné à errer sur les mers. Sa malédiction ne prendra fin que si une femme accepte par amour de mourir pour lui. What would you give up? There's something beyond my understanding. Something mystical in the feeling I have for you. Has come to stay here. Je ne sais pas si c'était le climat, les hommes ou la musique, mais dès que j'ai découvert l'Espagne, j'en suis tombée littéralement amoureuse. Un romantisme qui devient vite abrasif lorsque les hommes entrent en contact avec cette brune sulfureuse. Sur un plateau de tournage comme dans la vie, Ava électrise les relations. Et à Tossa, immanquablement entre deux scènes de fiction, à défaut d'un marin maudit, Ava Gardner se laisse séduire par un matador joli cœur, Mario Cabré, torero de seconde zone et plus mauvais acteur encore. Elle a eu une romance avec Mario Cabré, une sorte de torero acteur. De lui, elle dira plus tard, dans ses mémoires, qu'il était beau, mais qu'il était très lourd. Elle lui disait tout le temps, « Ne tombe pas amoureux de moi, je t'en supplie. » Mais lui, le torero, il en demandait toujours plus. That would be wicked because you see I'm engaged to be married. Ava Gardner, qui a rapidement divorcé de Artie Shaw, n'est pas restée longtemps célibataire. Après quelques autres liaisons tapageuses, elle croise la route du crooner-acteur, icône du pays, homme marié, père de famille et soupçonné d'accointance avec la mafia. Frank Sinatra. That's me. Of course, my name's Frank Sinatra. Indéniablement, il n'est pas un homme pour elle. Et comme père de substitution, on fait mieux. Elle était attirée par des hommes qui étaient quand même totalement déjantés. Mickey Rooney était déjanté, Artie Shaw était déjanté, Frank Sinatra était quelqu'un de complètement tourmenté. You treat a dame like a lady and treat a lady like a dame. Nous sommes en 48 à une soirée sur Hollywood Boulevard. Et puis Sinatra lui dit on vient, prenons ma voiture. Et puis il roule dans le désert. Très vite, à toute allure. Sinatra met la radio, on se croirait dans une de ses chansons. Et puis soudain il s'arrête et il sort des revolvers de sa boîte à gants. Et il se met à tirer, comme ça, dans la nuit. Il tire sur les étoiles. Et Ava Gardner prend un revolver aussi, elle tire. Voilà, il canarde la nuit. Et alors là, ça scelle leur union. Et cet assassinat des étoiles ensemble. Mais c'est plutôt à Tossa de Mar, quelques années plus tard, pendant le tournage de Pandora, que cette union va définitivement se sceller.
Sinatra, el popular artista del cine y cantante norteamericano, llega en avión a Barcelona después de una travesía de 18 horas. Le tournage de Pandora, ce film magnifique et tragique, se change en vaudeville l'espace d'un instant. Donc Sinatra débarque de l'avion, il veut la surprendre. Le matador d'opérette déclare qu'il va tuer Sinatra si jamais il s'approche d'Ava Gardner. La fiction rejoint la réalité du film. Il n'y aura pas de meurtre à Tossa. Ava a bien joué. Longtemps, ses proches penseront que cette romance avec Mario Cabré n'a servi qu'à motiver Frank à sauter le pas pour l'obliger à divorcer. Comme si enfin Ava prenait l'initiative et manipulait à son tour. Pandora ou la métamorphose. Fin 51, Ava Gardner se marie avec Frank Sinatra, pour le meilleur et pour le pire. Et le pire ne va pas tarder. En ce début des années 50, Hollywood vient de basculer dans une nouvelle ère, celle de la surmédiatisation. Et Ava Gardner est une immense star dont les rebondissements amoureux déchaînent les passions et hystérisent la meute des journalistes et photographes qui l'étouffent jour après jour. Pour leur échapper, elle enchaîne les rôles loin des États-Unis. Ça la sort de Hollywood, ça la sort de sa relation compliquée avec Sinatra, qui se suicide 17 fois par jour pour elle, ou qui fait semblant. Après l'Espagne méditerranéenne, c'est l'Afrique sauvage. Ava Gardner tourne fin 1952 sous la direction de John Ford, Mogambo. Un triangle amoureux qui se joue avec Clark Gable en pleine jungle kenyane. Ava Gardner, more beautiful and more exciting than you've ever seen her. À leur côté, une blonde au destin plus polissé, Grace Kelly. You are stuck, aren't you? Once and for all, You're jealous. shouldn't you examine your own emotions in that light? Look, don't worry about me. Aux pénibles conditions de tournage au milieu de la savane, vient s'ajouter un drame bien plus intime. Elle attend un enfant de Sinatra, et donc elle avorte sans le lui dire, sans lui en parler. You didn't have any right to do it. It's my child too, you know. Don't, darling. Et là, ça se passe très mal. Il y a beaucoup de tristesse, ouais. Stupid little idiot. Pour noyer la tristesse de cet avortement, prémisse à l'explosion du couple, Ava décide de retourner en Espagne. Comme pour retrouver les jours heureux, ces rares moments de légèreté qu'elle a connus. Ava s'installe à Madrid en 1953. Elle arrive en Espagne en espérant pouvoir s'y reposer. À son arrivée, c'est une femme brisée, avec un mariage en ruine. L'installation espagnole crée une véritable déflagration. La nouvelle surprend le petit monde d'Hollywood, comme les fans. Il n'y a que Ava Gardner pour vivre à Madrid. Donc même là, elle est politiquement incorrecte. Elle devient libre dans un pays totalitaire. C'est complètement paradoxal. À peine 15 ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre civile espagnole en 1939. Le pays en est sorti exsangue. À la pauvreté s'est ajoutée la terrible main de fer qui s'est abattue sur l'Espagne. Le général Franco, aidé par l'Église, va fermer ses frontières. Le dictateur a bien trop peur que les forces extérieures renversent son régime et rétablissent la République. L'autarcie devient sa politique. Mais à présent, le pays à l'écart de la modernité devient le cœur d'enjeux géopolitiques. Les États-Unis avaient un grand intérêt à créer un pont qui ouvrirait un chemin entre l'Europe et l'Afrique. Madrid turns out its fullest pomp as Spain celebrates the resumption of normal diplomatic relations with the United States. S'il était plausible d'imaginer que les États-Unis feraient tout pour renverser le pouvoir politique en place à Madrid, il n'en sera pourtant rien.
Passant outre l'embargo des Nations Unies, Franco et l'administration américaine signent des accords d'entraide, sorte de plan Marshall unilatéral. Franco est consolidé sur son trône de généralissime et les Américains assoient leur American Way of Life dans ce Sud-Européen à fort potentiel. C'est le début du flirt cynique entre le dictateur et la première démocratie au monde. L'Espagne s'offre littéralement aux États-Unis dans le but de sortir de cette autarcie, de son isolement. Et le cinéma fait partie intégrante de cette volonté d'ouverture. L'Espagne permet le libre accès de son marché aux films hollywoodiens, des films retouchés par la censure et validés par le plus haut dignitaire du pays. Franco était un cinéphile invétéré. Il avait une salle de projection dans son palais du Pardo, dans laquelle il regardait des films. Et il disait « Amenez-moi des films ». Et on lui en apportait. L'Espagne devient le principal importateur de films américains en Europe. Et Ava, une véritable star sur le sol ibérique. Le public espagnol l'a admirée dans Pandora. Et les Espagnols sont fiers d'accueillir cette nouvelle madrilène. Ava va rapidement devenir une figure de la nomenclatura locale. Elle accède à ce petit cercle de privilégiés grâce aux soirées d'un Américain installé à Madrid, Richard Sicre, officiellement homme d'affaires et plus officieusement représentant de l'OSS, l'ancienne CIA. Dans la somptueuse demeure madrilène des Sicres, soir après soir, défilent hauts dignitaires franquistes, vagues espions restés en Espagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et surtout hommes d'affaires américains qui viennent humer les marchés locaux. Pour Ava, on ne peut imaginer meilleur amphitryon. Et on sent quand même que la présence d'Ava Gardner en Espagne se faisait sous une espèce de protection non dite des services secrets américains. Grâce à cette protection et à ses cachets hollywoodiens, Ava, elle, vit comme une princesse dans ce pays qui crève de faim. S'en soucie-t-elle? Certainement pas. Car Ava est une princesse oisive pour qui Madrid est une fête. Une femme sans scrupules, qui profite des largesses accordées par la dictature aux privilégiés du régime. Il ne se passait pas un jour sans qu'il y ait une fête. Quand ce n'était pas une soirée dans une ambassade, c'était l'inauguration d'un hôtel, une soirée privée chez un torero, ou encore une partie de chasse. Et ce qui est commun à toutes ces soirées, c'est qu'elles finissaient toujours avec du flamenco. Mais pour elle, l'Espagne, c'est danser sur les tables toute la nuit avec des gitans. Puis elle aime ça, ce soleil tragique. Elle a une sorte d'affinité élective avec le flamenco. C'est Madrid, en fait, que j'aimais vraiment. Là-bas, ça bougeait, il y avait de la vie. Les rues étroites étaient pleines de vieux bars à tapas, des endroits qui résonnaient au chant des guitares, des castagnettes, du flamenco. Si vous connaissiez le circuit, les nuits étaient sans fin. Des fêtes qui entraînent Ava dans un tourbillon sans fin, dans une frénésie sans lendemain qui l'a toujours caractérisée, elle, l'enfant robuste, le garçon manqué de la Caroline du Nord. Verre de gin ou de martini en main, Ava renoue ainsi avec cet accent populaire que les studios avaient tant cherché à gommer. Ivre, elle jure, s'exprime crûment. Ainsi, elle retrouve enfin son enfance, et finalement se perd trop vite partie. Comment ne pas comprendre que pour Ava, les sorties nocturnes deviennent alors des pèlerinages? La première fois que j'ai rencontré Ava Gardner, c'était dans un bar, à côté du théâtre Eslava. La porte du bar s'est ouverte d'un coup. C'était comme un tremblement de terre.
Je me suis approché du propriétaire du bar et j'ai bafouillé, c'est... Oui, c'est elle. Je lui ai dit bonjour. Je lui ai raconté que j'étudiais le cinéma à Madrid. Mais elle n'en avait rien à faire. Et elle m'a demandé ce que je voulais boire. La même chose que la dame, ai-je dit au serveur. Et à partir de là, c'est un souvenir confus, vague, étant donné les nombreux verres de cognac vides sur la table. Il buvait vraiment comme un trou, comme un homme. Il n'y a pas un seul chauffeur de taxi d'un certain âge en Espagne qui ne l'ait pas ramené complètement ivre. Il y a quelques années, quand tu prenais un taxi, il te racontait « J'ai conduit Ava Gardner et j'ai dû la faire descendre parce qu'elle était complètement inconsciente. J'ai dû la laisser à l'hôtel ou j'ai dû la laisser chez elle. » Elle buvait sans aucune limite. La capitale espagnole devient vite un circuit noctambule aux multiples distractions plus effervescentes les unes que les autres. Ava consomme et se consume. Je crois qu'Ava cherchait à perdre la tête, pour ne plus penser à ses problèmes, pour noyer ses peines dans l'alcool. C'est une femme qui a beaucoup souffert intérieurement. Elle était torturée par ses relations avec les hommes et avec le cinéma. I'm only trying to be happy. Everybody's trying something. I'll bet I'm the only person in the whole darn place who's only trying to be happy. You'd better take this from me. I sometimes drink too much. Personne n'arrive à lui retirer ses derniers verres. Ses humeurs s'en ressentent. Sa relation avec Sinatra en souffre. Chacun à l'autre bout du monde, le couple se voit peu. Et lorsqu'ils se croisent, c'est le drame assuré avec sa kyrielle de disputes hystériques et de réconciliations sans lendemain. Frank Sinatra va tout tenter pour la reconquérir. Mais elle, de son côté, elle a la sensation que la page de son mariage est tournée. Une fois de plus, Ava Gardner ne doit sa fidélité qu'à l'alcool, à cet éthylisme mondain qui la libère et la soumet à la fois. C'est encore un verre à la main à une soirée chez le couple Sicre au printemps 1953 qu'Ava va rencontrer l'homme qui va précipiter sa séparation avec Sinatra, le playboy ibérique et héros national, le torero Luis Miguel Dominguín. Luis Miguel Dominguín était comme un dieu. C'était un Don Juan, le Don Juan espagnol. C'était quelqu'un qu'on applaudissait quand il marchait dans la rue. Ava a vécu une passion très forte avec Luis Miguel Dominguín. Le tout Madrid les réclame. Les amants sont l'épicentre mondain et glamour de la capitale espagnole. Ils deviennent inséparables. C'est au bras du torero qu'Ava Gardner pénètre les derniers cercles du pouvoir qui lui résistaient, le sommet de l'État franquiste. Elle est parvenue à rencontrer beaucoup de gens en relation avec Franco et son gouvernement. Et je pense qu'Ava Gardner et Franco se sont rencontrés dans un des nombreux événements mondains, comme ces chasses si fréquentes dans les années 50, et dont Luis Miguel était un habitué. Aucune photo officielle ne rapporte une telle rencontre. Et si un cliché avait existé, les attachés de presse de la MGM n'auraient rien laissé filtrer de cette proximité entre la star
et un régime abject. Un régime qu'elle ne contestait pas, qu'elle ne critiquait pas. Cynisme ou simple inconscience. Elle ne partageait en rien cette idéologie. Elle préférait l'ignorer, tout ignorer. Elle était plus heureuse en ignorant tout ce contexte. Quant à Frank, c'est une histoire qui se répète. Ah, ces foutus toreros. Pendant les fêtes de Noël 1953, il tente une nouvelle expédition de la dernière chance et débarque à Madrid. Dans la capitale, il ne trouve pas trace de sa femme. Comme si à chaque pas, elle était prévenue de son imminente arrivée. C'est bien le cas. Groom, barman et journalistes mondains se passent le mot et protègent de fait le couple iconique et illégitime. Frank finit par abandonner la partie. « Je ne mettrai plus jamais les pieds dans ce foutu pays », déclare-t-il en guise d'au revoir. La séparation est consommée, même si le divorce ne sera signé que 3 ans plus tard, en 1957. Malgré ce nouvel échec amoureux, à Madrid, Ava semble heureuse, même sous le régime de Franco. Désormais, elle ne choisit que des tournages en Europe pour ne plus s'éloigner de sa nouvelle résidence. Janvier 54, Ava s'envole pour Rome, retrouver Humphrey Bogart et le tournage de La Comtesse aux pieds nus, que réalise Joseph Mankiewicz. Étonnamment tournée en Italie, Ava interprète Maria Vargas, une danseuse espagnole de cabaret, devenue star hollywoodienne. The Barefoot Contessa will shock you, provoke you, excite you, as no motion picture before it ever has. Ce conte de fées moderne est totalement teinté d'une hispanité plus que vibrante. La Comtesse aux pieds nus s'offre comme une allégorie de cette nouvelle Ava latine que le monde découvre. La Comtesse aux pieds nus raconte bien son histoire, finalement. C'est Maria Vargas, cette danseuse de flamenco, qui devient une actrice, et en devenant une actrice, ça la détruit. On parlait de pacte faustien avec les studios, finalement. Elle vend son âme au diable des studios, elle vend son âme au nabab, et il faut faire avec ça, avec cette noirceur, avec... sa personnalité ne lui appartient plus. Miss Ava Gardner. Sa personnalité ne lui appartient plus, et son succès planétaire la fragilise. Fragile ou simplement capricieuse, voire insupportable. Car Ava Gardner atteint le statut de mythe vivant. Entre incandescence et perfection, elle en impose. Clairement, c'est Ava Gardner, c'est sa beauté qui monopolise le regard. Ça, c'est quelque chose de quand même extraordinaire, parce que ça permet d'attirer à la fois le regard du spectateur, et puis aussi de créer une alchimie avec la caméra, qu'évidemment les chefs opérateurs d'Hollywood savaient très bien provoquer et sublimer aussi. Alors, est-ce que c'est ça, être une grande actrice? Non, pas au sens où l'était Katharine Hepburn ou Bette Davis, qui savaient porter un film sur leurs épaules avec maîtrise, avec maestria. Ça, Ava Gardner ne savait pas le faire. Mais au bout du compte, elle y arrivait parce qu'elle avait cette présence absolument extraordinaire. Désormais, Ava et l'Espagne sont indissociables. Tenue de tourner loin d'Hollywood, les studios rentabilisent son image de brune latine incendiaire. Après avoir interprété la comédienne Maria Vargas, la MGM va stratégiquement lui proposer des rôles où elle brille au soleil espagnol, des films à la trame ibérique. Les Espagnols m'ont accueilli à bras ouverts, sans poser de questions. Pourtant, je représentais tout ce qu'ils réprouvaient. J'étais une femme, je vivais seule, j'étais divorcée, je n'étais pas catholique et j'étais actrice de cinéma.
Entre tournage et tournage, de palace en appartement du centre-ville, les années passent. Au fil du temps, Ava se sent à Madrid comme chez elle. C'est le cas de le dire. Pour elle, l'Espagne a été un pays merveilleux, où elle pouvait faire ce qu'elle voulait sans qu'on lui reproche quoi que ce soit. Elle pouvait se mettre debout sur une table de restaurant, baisser sa culotte et, excusez-moi l'expression, faire pipi devant tout le monde. Et personne ne lui disait rien. Madrid est devenu pour Ava un immense terrain de jeu. Et le duplex qu'elle occupe est l'épicentre de la nuit madrilène. Aux grandes dames de ses voisins, dont le général Perón, dictateur argentin en exil. Elle organisait ses fêtes dans un grand vacarme de musique, de flamenco et de rire. Le général Perón appelait la police pour qu'elle vienne l'arrêter. Alors la police arrivait, toquait à la porte, et Ava les accueillait la bouche en cœur, un verre à la main. La police lui disait « Faites moins de bruit, vous gênez le général ». Alors elle se mettait à insulter le général. Elle vivait sa vie avec une liberté totale. Totale. Dans cette Espagne si prude, elle pouvait faire comme bon lui semble, alors qu'à cette époque-là, ce n'était pas le cas des femmes espagnoles. Faire ce qu'elle voulait peut-être, mais tout en demeurant dans l'œil du cyclone. La police franquiste n'a jamais cessé de surveiller Ava Gardner. Ses documents et rapports le démontrent. Ils dorment depuis dans les archives du ministère de l'Intérieur. Le 20 du présent mois est arrivée l'actrice nord-américaine Ava Gardner. Elle s'est dirigée à l'hôtel Cordoba Palace. Elle a été vue au bar consommant des boissons avant de repartir vers Séville. Le 20 du présent mois, l'actrice a ainsi été suivie sur la route de Séville. Elle se dirigeait vers l'un de ses nombreux week-ends de plaisir, une villégiature qui a finalement bien mal tourné. Cette fois, les rapports secrets de police seront inutiles, tant la presse internationale s'en fera l'écho. Hacienda El Rocío, à quelques kilomètres de Séville. Dans ces années encore heureuses, Ava savoure l'Espagne et ses clichés de cartes postales. Nous sommes chez Ángel Peralta, le plus célèbre torero à cheval de l'époque. C'est leur ami commun Ernest Hemingway qui les a présentés. Peralta, le troisième torero qui croise la route d'Ava. Entre mondanité, verre de vin et bavardage, une journée agréable. Ava monte à son tour à cheval. Puis la chute. Un coup lourd et un hématome profond qui marque cette joue qui enfle. Ava comprend brutalement. Elle restera marquée à vie. Voilà le plus bel animal du monde, défiguré. Pour ceux qui l'entourent à l'Hacienda, il ne s'agit que d'un incident sans lendemain. Pas pour Ava, qui hystérise l'incident et crie au complot lorsque les photos sortent dans la presse. Ce qui ne devait être qu'une banale chute va prendre une tournure disproportionnée, comme si symboliquement elle portait les signes annonciateurs d'une chute vitale et professionnelle, qui, elle, va s'avérer bien plus réelle. C'est là que sa chute commence, sa chute même aussi en tant qu'actrice. La visite officielle en 1959 du président américain Eisenhower, la première d'un dignitaire démocratique depuis la guerre civile, va marquer une nouvelle étape dans l'acceptation de l'Espagne franquiste au concert des nations. The United States gives Franco nearly $1 billion in military and economic aid. Cette main tendue a un prix. Franco laisse installer des bases américaines sur le territoire. Nous sommes en pleine realpolitik. Et le cinéma fait de nouveau partie des négociations. La Maison-Blanche va se servir d'Hollywood pour en quelque sorte blanchir ses fonds. À l'époque,
Les profits des investissements étrangers ne pouvaient pas quitter dinero de las l'Espagne. inversiones extranjeras en España. Les dividendes étaient bloqués. Están bloqueadas las divisas. Ainsi va naître le projet du Hollywood franquiste qui va tenter de concurrencer la Cinecittà italienne en construisant de gigantesques studios en périphérie de Madrid. Compte tenu de la faiblesse de l'économie et de l'inflation galopante, le contrôle d'échange bloque les bénéfices générés en Espagne par les multinationales américaines comme Ford ou Coca-Cola. L'idée astucieuse que développe l'administration américaine est donc de produire des films sur le territoire espagnol à l'aide de ces fonds bloqués. Une fois terminé, le film est rapatrié aux États-Unis où il est commercialisé et génère cette fois des bénéfices sur le territoire national. Estamos en China, al menos lo parece. Tal es la propiedad de las construcciones montadas a orilla de la carretera de Madrid a Coruña, a 24 kilómetros de la capital, en el término de Las Rozas. C'est donc ici, dans la périphérie de Madrid, que vient d'être lancé le tournage des 55 jours de Pékin, que la plus espagnole des stars hollywoodiennes ne pouvait rater. Les 55 jours de Pékin, c'est une sorte de western chinois réalisé par Nicolas Ray, aux côtés d'Ava, Charlton Heston. Very interesting. Can we go now? But we haven't had our dance yet, Major. Shall we? Jesús García de Dueñas faisait alors ses débuts comme critique cinéma. Il fut invité par la production sur le plateau de tournage. Une multitude de Chinois. Des centaines et des centaines. Des Chinois, enfin. Plutôt des habitants des villages des alentours de Madrid. On leur avait mis une calotte et des tresses, et les voilà devenus Chinois. Alors Ava Gardner est apparue, merveilleusement habillée, et portant ce fameux chapeau de chez Alexandre de Paris, le même qu'elle portait à l'image. Et elle est passée devant nous, comme ça, simplement, saluant les uns et les autres. Dans cette petite société américano-franquiste, entre glamour hollywoodien et stratégie économique internationale, Ava Gardner assiste à cette mue ibérique. Elle aussi a changé. Arrivée en Espagne à l'orée de sa trentaine glorieuse, la voilà qui s'approche d'une quarantaine bien plus laborieuse. La fiesta a un prix, il se paye en réveil brumeux. Ava Gardner va souffrir très très vite de son alcoolisme. Plus elle va avancer et plus elle ne va vouloir tourner qu'avec des chefs opérateurs qui sont vraiment des chefs opérateurs de confiance, qui savent qu'il faut cacher un peu les stigmates de son alcoolisme. Usée par tant d'alcool, sa légèreté s'émousse. Trop d'humiliations accumulées depuis ses débuts et toujours ces démons du passé qui la poursuivent. Je pense qu'Ava Gardner avait un complexe de ses origines provinciales. Et en devenant une actrice, ça l'a détruit. D'abord, on lui a gommé son accent natal. Puis, on lui a appris à marcher, elle qui aimait être pieds nus. On lui a ensuite appris à se tenir comme une dame en société, elle qui était un garçon manqué. C'est pour ça qu'elle disait toujours « Ils ont fait de moi un être que je ne reconnais pas. Ils ont enlevé la part de moi-même que j'aimais le plus. Ils m'ont transformée. » Comment se détester à ce point quand la planète vous admire? Comment avoir une image si déformée de soi-même? Pour Ava, c'est plus de l'ordre du trouble que de l'humeur. Depuis sa chute à cheval chez Ángel Peralta, Ava est obsédée par cette bosse. Cette bosse qui, au milieu de la joue, la défigure. Désormais, elle court, les chirurgiens s'isolent, camouflent son visage sous des foulards.
Plus grave, elle retarde les tournages. Fatiguée par ses excentricités, la MGM ne va pas renouveler son contrat. Pour le métier, c'est un choc. Pour Ava, une libération. Pour la première fois de sa carrière, la voilà devenue une artiste indépendante qui peut accepter les films comme bon lui semble. Indépendante. One man. C'est grâce à ce statut de star indépendante qu'elle peut tourner en 64 La Nuit de l'Iguane, l'adaptation de John Huston du roman de Tennessee Williams. The Night of the Iguana. Un film intense sur un prêtre défroqué et alcoolique succombant aux pires tentations amoureuses et sexuelles. C'est la rencontre entre Ava Gardner et Richard Burton. You're a hustler. Fantastic. En pleine époque de la couleur triomphante, Ava Gardner éclaire ici une œuvre en noir et blanc, sombre, qui s'accorde avec cette noirceur de caractère qui désormais ne la quitte plus. Je quitte l'Espagne, mais c'est l'unique endroit au monde où je me suis senti en paix. L'unique endroit au monde où j'ai pu éprouver un semblant de bonheur. Je dois maintenant continuer à vivre, aller de l'avant, affronter la lumière. Mais la lumière d'Espagne est trop forte pour les yeux fatigués de la comtesse aux pieds nus. Ses yeux en ont trop vu et Ava a trop bu. Fatiguée, acariâtre, exaspérée, elle prend les siens de court et annonce son départ de l'Espagne. On parle de dette fiscale, d'ingratitude de l'État franquiste à l'égard d'une star internationale désormais devenue gênante. Ava Gardner s'est entêtée à ne pas payer les impôts espagnols et dire qu'elle préférait quitter l'Espagne et partir pour Londres. Et ce fut le cas. Elle est partie habiter à Londres. Londres, où la lumière est certainement moins vive. Ava s'installe en 1967 et entame un nouveau départ aux antipodes de sa vie à Madrid. Elle doit à présent affronter ce tournant de carrière qui torture toutes les comédiennes à l'approche de la cinquantaine. Ça devient une caricature de star hollywoodienne avec, vous savez, c'est une de ces vieilles dames très tristes avec des tout petits chiens. Elle boit beaucoup, elle est un peu agressive, un peu acariâtre. Elle embauche beaucoup de personnel, comme si elle embauchait des amis, finalement. Elle, qui n'a jamais beaucoup parlé, écrit ou disserté auprès des médias, se mure davantage encore dans un silence spectral. Peut-être, ou à cause de cela, professionnellement, c'est une totale dégringolade. La grande Ava, celle qui marquait de son empreinte Hollywood Boulevard, va d'impasse en impasse, de téléfilms pathétiques en série B de films catastrophes. Elle s'en fiche, elle prend un peu tout ce qui vient, elle veut pas... elle lit à peine le scénario, ça l'embête, et puis quand elle a vraiment besoin d'argent, bon bah elle tourne. Mais ça la réjouit pas, hein. Si elle pouvait ne plus tourner du tout, ce serait mieux. Clin d'œil du destin, le dernier tournage d'Ava se déroule en Espagne, à Rem, en 1986, œuvre crépusculaire aux côtés d'Omar Sharif. Et malgré la faiblesse de cette production télévisuelle, la diva n'a pas perdu de sa superbe et se maintient égale à sa légende. Elle avait une présence très féline. Elle ressemblait à une panthère. Elle avait les mouvements et le regard d'une panthère. Silvia Marceau est une jeune actrice espagnole que la production a tenu à embaucher aux côtés de ces monstres sacrés. Lors d'une pause, pendant le tournage, elle était devant sa caravane. Elle fumait. Je me suis approchée. Comme je débutais ma carrière de comédienne, je lui ai demandé un conseil. Elle m'a répondu « Sois patiente, petite. Dans ce métier, rien n'est jamais gagné. » Pour Ava, un simple retour en arrière permettrait d'affirmer que pour elle, tout semblait pourtant perdu d'avance. Perdu d'avance pour cette adolescente qui a grandi avec le souvenir d'un père trop vite parti.
Perdu d'avance pour cet enfant de la campagne à qui l'on a forcé à bien parler, porter chaussures et beaux habits. Perdu d'avance pour cette starlette pleine de vie qui deviendra la beauté la plus désirable de l'après-guerre. Perdu d'avance pour cet enfant qu'elle n'aura jamais eu. Sans compter ces beuveries qui ne sont en rien des parties de plaisir, ces faux amis et amants de passage quand le quotidien n'est plus qu'une longue nuit. Alors il reste les films, les photos souvenirs et quelques phrases coup de poing. La femme qui vit en moi, en Ava Gardner, a été maltraitée et déçue. La vie ne m'a pas épargnée. Certes, elle m'a apporté reconnaissance, richesse et tout ce que j'aurais pu souhaiter. Mais pour le reste, elle m'a tout refusé. Ava est morte seule à Londres en 1990 sans jamais retourner à Tossa de Mar, où elle aurait certainement reposé en paix. À Tossa de Mar, terre de Pandora, premier film ibérique et prémonitoire. Il aurait simplement fallu inverser les rôles, qu'un homme meure d'amour pour elle, pour la délivrer, elle, Ava Gardner.